Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Position latérale de sécurité, massage cardiaque, défibrillateur, SAMU, sapeur-pompier. Voilà quelques expressions qui vont être abordées durant cette émission avec Njoya Inoussa. Notre invité, il est infirmier secouriste. Nous allons parler des gestes de premier secours. Il sera aussi question dans ce programme de parler de la dévitalisation, ce traitement courant en cabinet dentaire. On verra également comment bien prendre son médicament avec notre jeune pharmacien. Installez-vous confortablement. Sur notre plateau, Inoussa Njoya, merci d'être venu. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir pour moi de partager avec les téléspectateurs ce qu'on connaît en matière de premiers secours. Nous savons que le 9 septembre dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des premiers secours. Et dans le contexte camerounais, quelles sont les principales situations qui peuvent amener à intervenir? Exactement, il faut préciser, chaque deuxième samedi du mois de septembre marque la journée mondiale des premiers secours. Au Cameroun, comme vous avez contextualisé, on est toujours confronté à plusieurs situations qui nécessitent au moins un geste. Par premier secours, il faut d'abord entendre par l'ensemble des gestes que nous pouvons poser de manière temporaire pour apporter de l'aide aux victimes. Ça veut dire, nous pouvons être en face des petits enfants qui jouent, qui sont en train de manger et du coup ils arrêtent la gorge et ils commencent à ouvrir les yeux, ils ne parlent plus. Et on peut être en face d'un enfant qui s'étouffe simplement. Il y a les choses qu'il faut faire sur place. Nous sommes aujourd'hui également en nette augmentation des cas d'arrêt cardiaque, des personnes qui en cours de route ils peuvent être en train de marcher sans trébucher, ils s'écroulent et ils perdent connaissance. Nous avons également des situations où vous pouvez vous retrouver face aux personnes qui saignent abondamment. Il faut faire quelque chose. Dans nos familles également, nous pouvons avoir des personnes qui sont exposées au cas de brûlure à l'eau chaude, de brûlure à l'huile. Et là également, il faut que nous essayons de sensibiliser la population sur quoi faire. Les cas de traumatisme, les cas des accidents de la voie publique, les cas de piqûres des serpents, également les cas de noyades. Geste de premier secours, c'est quoi? Comment agir dans l'urgence pour sauver des vies? Nous avons rencontré quelques personnes qui en parlent dans le reportage dont je vous invite à regarder. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Cet appareil est un défibrillateur qui sert à délibérer un choc électrique pour réanimer un cœur en fibrillation ou en arrêt cardiaque. L'apanage des secouristes professionnels, essentiel dans les interventions des cas d'urgence, recommandant la pratique des gestes de premier secours qui devraient être maîtrisés par tous. Malheureusement, très peu de Camerounais sont formés pour intervenir dans l'urgence. C'est connu que les gestes de premier secours augmentent les chances de survie des victimes. Nous étions à la maison lors d'un repas en famille et subitement, elle s'est mise à respirer bizarrement. Et elle transpirait de sueur froide. Bon, je me suis levé, je suis allé vers elle. Elle est légèrement penchée vers l'avant. Et avec le talon de la main, je l'ai fait des petites tapes, 5 tapes au dos. Et au bout de la 5e tape, c'était un morceau de viande qu'elle avait avalé qui était calé au niveau de la trachée. Et c'est sorti. Et elle s'est mise à bien respirer. Vraiment, pour moi, je suis passé comme un héros pour la famille. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'avec ce geste de premier secours, j'ai pu sauver ma sœur. Et moi, je leur ai juste fait comprendre que nous l'avons appris à l'école. J'étais hospitalisée avec mon papa parce que j'étais garde malade. Et puis, il y a une famille qui est arrivée avec leur maman qui, d'après les médecins, était décédée. Et quand le médecin a posé la question à la famille de savoir ce qui s'était passé, ils ont expliqué que la maman s'est écroulée dans la salle de bain.
Et sous le fait de la précipitation et la panique, ils ont transporté aussitôt pour l'hôpital. Et le médecin, il faisait la remarque selon laquelle, en principe, elle n'aurait pas dû transporter aussi rapidement parce que dans ces cas-là, il est toujours préférable d'aérer les voies respiratoires du patient, de l'accidenté, avant de le transporter à l'hôpital. Il existe 3 situations dans lesquelles chacun peut agir, à savoir l'étouffement, le saignement et l'arrêt cardiaque. En ce qui concerne l'étouffement, en général, la personne va porter la main à la gorge, ne pouvant pas tousser, encore moins parler. Ce qu'il faut faire, mettre 3 claques dans le dos de la victime et faire des compressions abdominales. Lorsque on est face à une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, il faut la mettre en position latérale de sécurité. Bien évidemment, si on n'a pas de signe de traumatisme crânien ou cervical, c'est-à-dire au niveau de la nuque, il faut rapidement libérer les voies aériennes de la victime, comme on vous a montré tout à l'heure dans les exercices. Vous avez vu la technique tout à l'heure qui consistait à basculer prudemment la tête en arrière en mettant 2 doigts au niveau sous le menton et puis en tenant la tête et en ouvrant légèrement la bouche pour que la respiration puisse être fluide. Deuxième cas de figure, le saignement. Si vous avez un proche qui se blesse des suites d'un accident et que vous êtes tout près, il faut appuyer sur la plaie en vous assurant d'avoir des gants, soit en plastique ou en tissu, pour vous protéger de ce sang. Et allonger la victime pour que les organes soient plus facilement irrigués par le sang. Gardez la plaie compressée jusqu'à l'arrivée des secours et essayez autant que possible de ne pas être en contact avec le sang de la victime. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a fait une chute à la maison, qui est inconscient, peut-être c'est un AVC, c'est quelqu'un qui est connu hypertendu ou diabétique, qui a des facteurs de risque, qui est peut-être en surcharge pondérale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez remarquer, si vous remarquez par exemple qu'il y a une partie du visage qui se déforme, vous remarquez que la personne, peut-être vous avez un appareil à tension, vous prenez sa tension, la tension est très élevée, la victime est inconsciente, elle respire. Vous la mettez en position latérale de sécurité, mais vous activez un service d'ambulance médicalisé. Si vous le mettez dans un véhicule ordinaire, entre la maison et l'hôpital, quelque chose peut se passer. Donc l'idéal, c'est toujours d'activer un service spécialisé. Et lorsqu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, la première chose à faire, si la personne ne réagit pas, effectuer 100 compressions par minute en appuyant, grâce à la paume de main, bien au centre. Il est important de se former à ces gestes de premier secours car ceci vous permet de savoir comment réagir en cas d'urgence ou de malaise, car c'est seulement ainsi que vous pouvez sauver des vies. Retour sur ce plateau, Innocent Njoya, au quotidien, vous êtes confronté à des situations qui vous amènent à intervenir dans l'urgence. Quel est le cas qui vous a marqué depuis que vous apportez du secours en votre qualité d'interventionniste? Il faut l'avouer que nous avons plusieurs situations qui nous ont marqué, au fait qu'on nous a appelés à intervenir, mais ce sont des situations les situations les plus manquantes sont celles qui nous ont fait intervenir. Il s'agissait d'un expatrié. Pendant son travail, il s'est écoulé et il a fait une chute, je vous l'ai dit, avec saignement abondant. Et malheureusement, pas d'équipe sur place. On nous a appelés, je dis les gens qui sont formés. On nous a appelés, on est arrivé, le patient avait énormément perdu du sang. L'utilisation du défibrillateur, tout le nécessaire qu'on avait fait, il n'a pas permis à ce qu'on puisse le secourir parce qu'on est arrivé avec quelques minutes de retard. C'est là où on était un peu irrités parce qu'en matière de premier secours, il y a ce qu'on appelle le Golden Hours, l'heure d'or. Les premiers gestes, si c'était placé avant, je crois qu'on aurait pu sauver ce patient. Alors, vous avez mentionné le Golden Hours. Wow. Comme quoi l'heure est très importante en ce qui concerne les gestes de premier secours. Il faut intervenir en urgence. Alors, quelle est la durée d'intervention? C'est-à-dire que si pour un malaise, on n'intervient pas dans tel nombre de minutes, on n'est pas sûr de récupérer le patient, de sauver le patient. Si je prends le cas spécifique d'un arrêt cardio-respiratoire, il est dit chaque 1 minute, on a 10% de chances de ne plus retrouver le patient. Donc vous voyez, en 10 minutes, si on n'a pas initié les gestes qu'il faut, c'est-à-dire le massage, on a de fortes chances de ne plus retrouver cette victime.
Donc et de même que le cas, vous arrivez, quelqu'un s'est écoulé, peut-être respirait. Si on n'a pas pu dégager ce voie aérienne, immédiatement, il peut entrer en arrêt cardio-respiratoire et ce qu'on disait survient. Un enfant, comme j'expliquais au début, qui avale quelque chose et arrive et il a une obstruction de voie aérienne, s'étouffe. Si on ne libère pas immédiatement, il peut également faire un arrêt cardio-respiratoire et on se retrouve à la situation d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est bien beau d'énumérer tout ce que vous venez de dire là, Innocent Njoya, mais on se rend compte que la majorité des Camerounais ne maîtrisent pas les gestes de premier secours. Vous dites qu'il faut intervenir dans l'urgence. Mais si, là, j'ai mon collègue, là, j'ai un membre de ma famille qui a un malaise et que je ne maîtrise pas ces gestes, comment je pourrais intervenir dans l'urgence? Ce qu'il faut faire en premier lieu, comme vous avez dit, il faut s'informer. J'ai oublié de mentionner le thème de cette journée, c'est le premier secours dans le numérique. Ça veut dire on est en train d'aller vers la politique, d'être formé, n'est pas comme aujourd'hui où il faut aménager son temps pour être en présentiel pour se former, mais à distance, on peut parvenir à acquérir des compétences pour pouvoir poser les gestes. Mais toujours est-il que dès que vous êtes en face d'une victime qui a besoin d'assistance ou bien de secours, si vous ne connaissez pas faire quelque chose, vous devrez d'abord appeler. Avec l'assistance, on va vous orienter, on va vous aider à poser les actes. Alors appeler qui? On peut appeler le pompier avec 118, on peut appeler la police, on peut appeler la gendarmerie. Vous pouvez également appeler Cameroun Assistance. Cameroun Assistance qui est une société citoyenne qui fait presque ses 36 ans, d'ici le 27 septembre. Et Cameroun Assistance où vous exercez comme secouriste, Njoya Innocent. Effectivement, où nous avons également secouru par, vous vous souvenez du crash de Camé en 1995, le déraillement du train des ECA en 2016. Donc nous sommes toujours là quand il le faut. Nous portons assistance et nous répondons également 24 sur 24. Donc si on a quelqu'un, un proche, qui vient de faire un malaise et que nous sommes dans l'incapacité de l'aider, d'intervenir dans l'urgence, on peut appeler la police, les sapeurs-pompiers et d'autres organismes la Croix-Rouge, le SAMU, pour pouvoir avoir de l'aide au téléphone, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas arriver dans l'urgence, mais ils peuvent vous guider au téléphone. Faites comme ça, massez à gauche, enlevez la chemise de la personne, essayez de faire comme ça, faites coucher la personne à gauche ou à droite, voilà. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage des Camerounais quand même formés aux gestes de premier secours? Le pourcentage des Camerounais, le Cameroun en général, c'est l'un des pays, je vais dire, avec un faible taux de personnes qui sont formées. Moins de 10% des Camerounais, je peux dire, ne sont pas formés en premier secours. La preuve en est, ne serait-ce qu'au niveau de l'appel. Quand nous recevons certains appels, nous comprenons que les Camerounais ont les difficultés à émettre un appel. Ce qu'il faut préciser, c'est que le premier secours est basé sur un principe. Le PAS, c'est protéger, alerter et secourir. Par protection, on définit d'abord la protection de la personne qui va intervenir. Parce que tu ne peux pas te retrouver, quelqu'un s'est noyé, toi tu n'as aucun moyen de te protéger, tu te jettes à l'eau pour aller secourir. Ça, c'est interdit en premier secours. Il faut alerter. L'alerte, c'est le signal que l'on passe au secours quand vous êtes en train d'énumérer face à une personne. Vous essayez d'appeler alerte, vous préparez l'alerte et vous passez le message. Et dans le message, il faut être clair, il faut que la population nous écoute. Vous devez identifier quelques expressions qui doivent sortir. Je suis, c'est-à-dire vous vous présentez, je vois ce que vous voyez, vous décrivez la scène, je fais ce que vous avez fait ou bien ce que vous comptez faire. Vous dites ce que vous avez besoin, je veux de l'aide, je veux un défibrillateur parce que le défibrillateur aujourd'hui est devenu un élément capital dans la chaîne de secours. Oui. À la fin, il ne faut pas raccrocher, il faut toujours demander est-ce que je peux raccrocher. Donc nous allons donner un exemple peut-être d'alerte, parce que l'alerte reste l'élément capital, c'est à travers l'alerte que les secours préparent les ressources. Parce que si tu ne décris pas peut-être 10-3 personnes, les secours vont venir peut-être pour intervenir croyant que c'est une personne sur le terrain, ils seront inefficaces. Vous ne pouvez pas décrire, si vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui s'est noyé, sans le dire, on va peut-être préparer la réponse, les ressources
sans tenir compte d'un cas de noyade parce que les gestes également sont différents. D'accord. Donc, déjà, les Camerounais devraient d'abord se former à l'appel au secours, c'est-à-dire avant de se former aux gestes de premier secours. Parce que si vous ne maîtrisez pas les gestes de premier secours, maîtrisez au moins comment appeler. Et Njoya Inoussa vient d'énumérer, vous présentez le cas, la situation, vous donnez beaucoup de détails pour que le secouriste qui est à l'autre bout du fil puisse mieux cerner votre problème et savoir de quoi vous avez besoin et pour mieux vous orienter et arriver également si possible. Alors, Njoya Inoussa, si aujourd'hui je souhaite me former en gestes de premier secours, je fais recours à quelle structure? Au Cameroun, nous avons la Croix-Rouge avec ses comités départementaux qui forment en premier secours. Nous avons également les sapeurs-pompiers qui organisent souvent des formations en premier secours. Nous avons également, comme je vous ai dit tout à l'heure, Cameroun Assistance qui forme ses partenaires également en premier secours. Il faut préciser que la formation en premier secours, il y a gratuit par moment. Je vous le dis, parce que ce n'est pas toujours ce qui se passe, parce que je vais dire pareil, les auditeurs vont aller, les téléspectateurs vont aller à la Croix-Rouge, j'ai dit qu'on leur a dit que c'est gratuit. Il semble qu'il y a des fournitures ou bien le matériel qu'il faut acheter pour suivre. Mais la formation, comme je voulais expliquer, tient compte de plusieurs aspects. Comme vous avez énuméré tout à l'heure, l'alerte fait partie d'un chapitre dans le module de formation. Donc, dans la formation également, on forme les gens à intervenir et surtout nos mamans qui ont des petits bébés. On vous forme, si vous êtes en face d'un enfant qui s'étouffe, il y a les gestes qu'on pratique, il faut faire les claques au niveau du dos. Deuxième chose, il y a la formation sur vous avez énuméré ça à l'introduction, position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité, c'est une position indispensable face à une personne qui est inconsciente, mais qui respire. Il faut faire cette précision-là. Parce qu'à travers cette position, vous pouvez facilement libérer la voie aérienne. C'est une position idéale. Nous avons les cas d'AVC dans les domiciles. Vous avez votre papa qui se coule dans les toilettes. Dès que vous le mettez dans une zone où il est mieux protégé, il faut le mettre en position latérale de sécurité. Et là, il faut préciser également que la position latérale de sécurité pour une personne qui a fait l'AVC, il faut le mettre de manière à ce que le côté qui est paralysé soit plutôt vers le haut. Donc, ce sont des petites astuces que nous pouvons dire à la population aujourd'hui pour mieux poser les actes qu'il faut et nécessaire. Et dès que vous êtes vous avez fini, il faut toujours appeler les pompiers. Maintenant, le massage, comme vous aviez dit, défibrillateur, je veux continuer par là. Le défibrillateur aujourd'hui reste un élément capital dans la suivi. Je vous ai dit tout à l'heure, un cœur qui est en arrêt. Si vous passez 10 minutes, il y a de fortes chances qu'on ne le récupère pas. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous arrivons souvent, la personne qu'on vient secourir n'est plus. Or, si vous avez initié le massage cardiaque, c'est que peut-être nous, quand on arrive avec le défibrillateur, on aurait juste le temps de passer le choc à travers le défibrillateur et reprendre la personne et le conduire à l'hôpital. C'est un peu des éléments, mais il faut préciser qu'on ne masse pas un cœur qui bat. Dès qu'une personne a perdu connaissance, vous devrez l'examiner et savoir si son cœur bat ou pas. Et on l'examine comment? Voilà, vous allongez la personne, vous ouvrez la bouche, vous voyez s'il y a quelque chose qui bloque le passage, vous rapprochez votre joue au niveau de sa bouche, vous écartez, vous sentez de l'air, vous voyez si le thorax s'élève. Si vous voyez le mouvement thoracique, ça c'est que cette personne respire. À cet instant, vous le mettez en position latérale de sécurité. Et si elle ne respire pas, voilà. Et si cette personne ne respire pas, vous n'allez aucun mouvement thoracique, vous n'allez sentir aucune chaleur qui sort de sa bouche. Directement, vous appelez les pompiers, vous appelez les secours. Avant de commencer le massage. Parce que dès qu'on commence le massage, on n'arrête plus. Avant de commencer le massage, il faut toujours se rassurer qu'il y a les gens qui viendront vous secourir. C'est ce qu'il faut préciser. Le massage, comme je vous ai dit, avant de commencer le massage, il y a quelques principes qu'il faut observer. Mettre la personne sur un plan dur, parce qu'on ne masse pas sur un matelas, un lit. Donc il faudrait mettre la personne à même le sol. À même le sol. Même pas sur une nappe. C'est mieux s'il y a la natte, s'il n'y a pas en cas d'urgence. Mais le plan doit être dur. Là, il faut effectuer son massage. Il faut vraiment, je vais dire quoi, sa main doit être en position perpendiculaire sur le thorax du patient. On a dit facilement, il faut tracer les deux. Au niveau du deux mamelons, vous mettez votre paume de main, l'autre dessus, vous commencez à masser à un rythme précis. Le rythme doit être également de 100
massages par minute. Waouh, comme ça, on fait souvent comme ça, on fait comme ça. Mais alors, on voit souvent en même temps des personnes faire du bouche à bouche et masser. Le bouche à bouche était conseillé, mais avec la pandémie qui vient de passer, il y a certaines personnes qui ont dit le bouche à bouche n'est plus trop indiqué. Comme on a dit au départ, on doit se courir sans s'exposer. Mais nous, quand on arrive, on a le ballon d'ambu pour faire les insufflations. Mais le plus important en cas d'arrêt, c'est le massage. À un rythme et à une position bien idéale. Et il faut également appuyer le thorax de telle manière à faire une profondeur de 4 à 8 à 6 cm. Voilà un peu le principe du massage comme vous avez évoqué à l'introduction. Mais toujours est-il qu'il faut appeler les secours avant de commencer le massage. Ce qu'il faut préciser, c'est que toute situation, avant d'initier quoi que ce soit, il faut d'abord évaluer la victime. Quelqu'un peut se noyer, mais dès que vous le sortez de l'eau, il commence à parler. Là, vous l'observez. Quelqu'un peut se noyer, dès que vous le sortez de l'eau, vous voyez qu'il ne parle pas, mais il respire. Là, c'est la position latérale de sécurité, appeler les secours. Quelqu'un peut sortir de l'eau, il ne respire pas, et déjà quand tu ne respires pas, ça veut dire que tu ne parles pas. Là, il faut initier la réanimation cardio-pulmonaire. La particularité avec les cas de noyade, c'est qu'au lieu de commencer le massage, vous faites d'abord 5 insufflations. Parce que les insufflations vont permettre de libérer peut-être le poumon. Vous pouvez faire les 5 insufflations et la personne commence à rejeter. Il tousse. Ce qu'il faut encore préciser dans le cas de l'étouffement, vous êtes peut-être à une sortie avec les amis, vous êtes en train de manger directement, vous le voyez arrêter sa gorge, il ouvre les yeux, il ne parvient plus à prononcer un mot. Là, c'est là où vous pouvez commencer à faire les méthodes de MLIF, c'est-à-dire vous pouvez faire des compressions au niveau du thorax, mais au niveau de l'abdomen, je vous l'ai dit, vous faites le point, vous mettez au niveau du sternum à l'abdomen. Ah oui, on l'arrête de dos alors. Vous faites voilà, exactement. Donc, on le met devant nous. Oui, vous êtes derrière la chaise. Vous pouvez pratiquer cette manœuvre. Et il peut rejeter. Il peut rejeter. Mais là, on a plus au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, je vais dire là où l'os du thorax s'arrête, au milieu là, vous faites un point, vous déposez votre main là également, vous faites une pression. C'est quelqu'un qui est très fort pour pouvoir faire une pression pour que... Exactement, pour que ça ne soit pas trop, mais un peu un point pour pouvoir provoquer cela. Il faut préciser que si on est face à une femme enceinte, aux petits-enfants, les enfants de moins de 2 ans, c'est pas au niveau de l'abdomen, c'est au niveau du thorax. Parce que quand vous appuyez le thorax, ça fait une pression au niveau du poumon. L'air qui peut partir du poumon peut aider à ce que le corps étranger sorte. Donc, avant ça, si vous avez la possibilité de mettre la personne debout, vous penchez la tête devant, vous faites les 5 claques au niveau du dos, 5 claques de manière verticale, et ça va permettre à ce que la pression peut pousser à ce que la personne rejette. Mais si la personne a des difficultés ou bien impossible de se mettre debout, assis, vous pouvez faire également les compressions, comme je vous ai dit. Vous pouvez vous mettre derrière la chaise, vous le penchez un peu devant, vous appuyez l'abdomen comme j'ai expliqué. La précision qu'il faut ajouter, c'est qu'avec les femmes enceintes, on appuie par l'abdomen. On va faire les compressions au niveau du thorax. Ainsi que chez les petits enfants de moins de 2 ans. C'est pas sur l'abdomen qu'on va appuyer, mais c'est également au niveau du thorax, parce qu'en appuyant le thorax, ça comprime facilement le poumon, et l'air qui est dans le poumon peut permettre à ce que le corps soit évacué. C'est sur ces détails-là que nous mettons un terme à cette interview. Nous espérons que nos téléspectateurs ont appris davantage ce soir en ce qui concerne les gestes de premier secours. Nous allons poursuivre ce programme. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci pour votre fidélité. Dans la deuxième partie de Check-up ce soir, nous donnons la parole au docteur Joël Manfo, qui est chirurgien dentiste. Et ce soir, il parle de la dévitalisation, ce soin très pratiqué en cabinet dentaire. Écoutons-le. Chers téléspectateurs du Canal 2 International et du Check-up Santé, bonsoir.
Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous parlerons de la dévitalisation qui est un traitement très courant en cabinet dentaire. La dévitalisation, c'est un traitement qui consiste à extirper le paquet vasculo-nerveux de la dent, ou bien encore appelé pulpe, ou parfois péjorativement appelé nerf dentaire lorsque celui-ci est infecté. Il existe plusieurs situations dans lesquelles on peut réaliser le traitement de la dévitalisation. Et l'une des raisons les plus courantes, c'est généralement l'existence d'une carie très profonde qui a en fait infecté le nerf dentaire et donc a créé une pathologie qui est appelée la pulpite, qui est parfois très douloureuse, et dans ces cas-là, on est obligé de réaliser une dévitalisation. Dans certains cas, on réalise également la dévitalisation lorsqu'il y a eu un traumatisme sur une dent qui a entraîné la rupture du paquet vasculo-nerveux de la dent et donc la mortification de celle-ci. On le fait aussi parfois pour traiter les racines dans l'objectif de se servir d'elle comme pilier pour la future prothèse. Alors, comment se passe la dévitalisation ? Ce qu'il faut d'abord savoir par rapport à la dévitalisation, c'est qu'elle doit toujours se faire sous anesthésie locale ou loco-régionale dans le but d'éviter les douleurs. Et généralement, elle prend 2 à plusieurs séances en fonction de la situation clinique dans laquelle on se trouve et également en fonction du matériel dont dispose le chirurgien. Le chirurgien. Qui a été donnée par votre pharmacien. Pourquoi ? Parce que le fait de prendre ce genre de médicaments pendant le repas
a un impact sur le paramètre pharmacocinétique qu'on appelle la biodisponibilité. Et c'est un paramètre important pour la guérison. Maintenant, avec ces deux exemples, vous constatez qu'il est primordial de bien prendre son médicament, d'aller au bout du traitement, de respecter les doses prescrites et le moment de prise. Et en cas de doute, ou si vous avez oublié les recommandations qui ont été faites par votre médecin prescripteur ou pharmacien, vous retournez simplement à la pharmacie la plus proche de chez vous, vous demandez à rencontrer le pharmacien qui se ferait un plaisir de vous le réexpliquer à nouveau. Merci pour une prochaine capsule. À bientôt. Merci à notre pharmacien pour ses précisions dans sa chronique de ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions de thèmes à nous proposer, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h pour un autre numéro de Check-up. Restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.